Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter les coulisses d'un film Disney qui n'a pas plu, mais alors vraiment pas plu, à Walt Disney lui-même. Bon, pour le coup, moi je l'adore parce que c'est le Disney qui a bercé mon enfance, donc à vous de voir si vous préférez faire confiance à Walt ou à moi. Mais aujourd'hui, on va parler des 101 Dalmatiens. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, Les 101 Dalmatiens c'est sorti en 1961, donc bien après le succès de Blanche-Neige et les 7 nains, Dumbo, Bambi, Cendrillon, tous ces classiques-là pour ne citer que parce qu'il y en a eu bien d'autres. Et ça arrive juste après la sortie de La Belle au bois dormant. Voilà, fin de l'anecdote, j'ai rien ajouté. Non, je déconne. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que La Belle au bois dormant, ça devait être un petit peu la poule aux œufs d'or des studios Disney. Ils ont vendu ça comme l'œuvre ultime, où ils ont mis un budget de production de zinzin pour l'époque. On est quand même sur un truc qui a coûté à peu près 6 millions de dollars pour 6 ans de production, ce qui à l'époque, je le rappelle, est colossal. On était vraiment sur le film qui avait coûté le plus cher au studio à l'époque, mais malheureusement pour eux, au moment de la sortie, bah c'est la clim. Le bide, le flop. Alors bon, j'avoue, je force un petit peu, on n'est pas au niveau d'Avalonia, au niveau échec commercial, mais quand même, ils ont pas eu le succès escompté sur ce film, et on parle quand même d'une perte d'à peu près 1 million de dollars, ce qui est quand même pas négligeable, et tout ça à cause de qui? Aurore, les amis. Est-ce que ça étonne quelqu'un ici? Non, vraiment, personne. Moi, ça m'étonne pas du tout, je la déteste. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais du coup, à ce moment-là, évidemment, les studios Disney sont dégoûtés, ils s'attendaient vraiment à ce que le film soit un succès. Walt Disney lui-même prend la décision d'arrêter les contes de fées, parce que il pensait que ça allait être encore un succès, La Belle au bois dormant, après Cendrillon et Blanche-Neige, etc. Faut savoir qu'à cette période-là, le public préfère vraiment regarder des films familiaux et des westerns. Me demandez pas pourquoi, c'était l'époque des westerns, et donc ils se disent let's go, on sort Toy Story les gars. Non, je déconne, ça arrivera un petit peu plus tard, mais du coup ils se disent allez let's go, c'est le moment de sortir Les 101 Dalmatiens. C'est un projet qu'ils sont en train de travailler depuis quelques années déjà à cette période, après que Walt Disney lui-même ait rencontré Dodie Smith. Dodie Smith, du coup, pour ceux qui ne savent pas, c'est la femme qui a écrit l'histoire des 101 Dalmatiens, puisque l'œuvre qu'on connaît de Disney est adaptée du roman Les 101 Dalmatiens, écrit par Dodie Smith. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, ce qui est rigolo, c'est que pour écrire Les 101 Dalmatiens, Dodie Smith, elle s'est tout simplement inspirée de sa vie réelle. Avec son mari, elle avait un chien qui s'appelait Pongo, qui est malheureusement décédé, donc après ils ont repris 2 chiens dalmatiens, Folly et Buzz, ils s'appelaient, qui ont donné naissance à 15 petits bébés chiots dalmatiens, dont un qu'ils ont eu du mal à réanimer, etc. Donc comme Lucky qu'on voit dans le Disney qu'on connaît tous. Et un jour, un ami est venu chez elle et en voyant les 15 petits chiots, il s'est dit, il a fait la réflexion que ça ferait un beau manteau de fourrure, et c'est comme ça qu'elle a eu l'idée d'écrire Les 101 Dalmatiens. Et donc quand Walt il prend connaissance de cette histoire là des 101 Dalmatiens, ça lui plaît bien, donc il décide de racheter les droits en 1957 pour pouvoir l'adapter en long métrage d'animation, et il confie ce projet à Bill Pitt, qui est un animateur qui n'en est pas à son coup d'essai dans les studios Disney. Il a déjà travaillé sur Pinocchio, Dumbo, Cendrillon, Alice au Pays des Merveilles, donc vraiment, il est rodé, notre ami Bill Pitt. Et c'est lui qui va être chargé du coup d'adapter le roman de Dodie Smith en histoire pour un long métrage Disney. Donc même si globalement l'histoire qu'on a dans le Disney reste très fidèle au livre de Dodie Smith, il y a eu quelques petites adaptations scénaristiques. Par exemple, dans le roman, c'est pas Pongo et Perdita qui sont les parents des petits chiots, mais c'est Pongo et Mrs, une autre chienne qui n'apparaît pas dans le Disney, parce que du coup dans l'œuvre originale, Pongo et Mrs, ils ont leur petit chiot, et c'est une petite chienne abandonnée et recueillie par la famille Roger et Anita, qui s'appelle Perdita, qui va aider Mrs à allaiter les chiots, s'en occuper, etc. Et donc pour faciliter l'histoire de Disney, hop, ils ont mixé Mrs et Perdita pour en faire un seul et même chien, Perdita, qu'on connaît tous. Pareil, petite adaptation entre le roman et le film Disney, Roger et Anita, dans le roman, il s'appelle pas Radcliffe, il s'appelle Roger et Anita Dearling, et ils ont changé son nom de famille chez Disney parce qu'ils trouvaient que c'était un petit peu proche de la famille Darling dans Peter Pan qui était sorti quelques années auparavant, et même ça se rapprochait aussi un peu trop des noms de Jim Dear et Lady Darling qu'on retrouve dans La Belle et le Clochard, donc pour qu'il n'y ait pas de confusion entre les personnages, ils ont choisi le nom Radcliffe tout simplement. Et autre petite différence entre le roman et le film, c'est que dans le roman, Cruella, elle a un mari. Ouais, je suis la première choquée, mais du coup là, je comprends un petit peu la pirouette scénaristique, parce que qui voudrait de Cruella comme femme, sérieusement, c'était juste pas crédible, donc ils ont préféré supprimer le mari. Voilà, fin des petites anecdotes pour vous montrer les différences entre le roman et le film Disney qu'on connaît. Et maintenant, revenons-en à nos studios Disney. Du coup, ils ont les droits, ils ont le scénario qui a été adapté, ils ont les animateurs dans leur studio, il n'y a pas de souci, et ils ont un budget de 3 millions de dollars pour réaliser le film. Franchement, sur le papier, ça le fait. Ils ont tout pour que ça roule comme sur des roulettes, non? Et bien évidemment que non, puisque sinon cette vidéo n'aurait même pas lieu d'être. Parce que malheureusement pour eux, je vous rappelle qu'on est dans les années 50 à cette époque-là, au moment où ils décident d'adapter les 101 Dalmatiens, et que pour l'époque, c'est tout simplement
impossible d'animer 99 petits chiots tachetés qui plus est. Oui, ça a son importance les tâches. Techniquement parlant, c'est impossible d'animer tout ça à la main. Il y a trop de personnages, les tâches, je vous parle même pas de la galère que c'est à animer. Et imaginez d'appliquer ça sur tous les dalmatiens, c'est une contrainte technique beaucoup trop grosse pour l'époque. Parce qu'à cette époque-là, en fait, pour réaliser un film d'animation, ils utilisaient une caméra qui était placée en hauteur et qui venait filmer sur le dessus une image fixe qui était le décor des scènes, qui était immobile, ça bougeait pas. Et sur ce fond, on venait superposer des cellulos. Et les cellulos, oui, moi non plus je ne connaissais pas ce que c'était avant de faire cette vidéo, mais ce sont tout simplement des petites feuilles transparentes sur lesquelles étaient dessinés les personnages et les éléments en mouvement en fait dans la scène. Et le fait d'utiliser des feuilles transparentes, ça permettait aux animateurs de se concentrer uniquement sur les éléments en mouvement dans le dessin animé et ne pas avoir à redessiner le décor à chaque fois, ce qui aurait été beaucoup trop contraignant pour réaliser un long métrage d'animation. Et donc ce qui se passait à l'époque, c'est que les animateurs, ils dessinaient leurs personnages sur du papier tout à fait normal. Ensuite, leurs dessins, ils étaient transmis à ce qu'on appelait les clean-up men, qui étaient chargés de rendre le dessin propre en gommant tous les traits de construction, etc., les petits traits brouillons, pour ne garder que le trait final qui allait apparaître à l'écran, ce qu'on voulait conserver dans l'image. Et après ça, les dessins étaient confiés aux encreuses, parce que oui, c'était principalement des femmes qui faisaient ce métier, qui elles étaient chargées en fait de décalquer tout simplement ce trait-là sur un cellulo à la main. Vraiment, c'est elles qui repassaient le dessin sur le cellulo pour vraiment avoir un cellulo propre, et c'est ce qu'on allait voir à l'écran. Et une fois que le cellulo était prêt, eh bien on pouvait le mettre devant la caméra pour filmer une frame du film. Et ce processus, il était à répéter sur chaque mouvement de chaque personnage pendant tout le film. Et maintenant, vous comprenez bien la complexité et l'impossibilité que c'était d'utiliser cette méthode pour dessiner 99 choses. C'est titanesque, vraiment. Donc là, vraiment, ils se disent, bah c'est mort, on peut pas tenir le projet qu'on avait en tête parce que c'est impossible à faire à la main. Mais heureusement pour eux, c'est à cette période-là que sort le Xerox. Et le Xerox, c'est quoi? Vous allez me demander. Bah oui, parce que je fais genre que je connais, mais avant de faire cette vidéo, je n'avais aucune connaissance du Xerox. Et bah c'est tout simplement une photocopieuse qui permettait de photocopier directement les dessins des animateurs sur les cellulos pour les mettre directement devant la caméra. Terminé le travail des clean-up men et des encreuses, le gain de temps est fabuleux. Ça paraît magique, hein, comme ça. C'est pas si magique que ça, vous allez voir, parce que ça pose quand même quelques contraintes. Mais quand même, quand ce procédé sort, tous les animateurs, ils sont comme des dingues. Ils se disent, waouh, la folie, déjà le temps que ça fait économiser, mais surtout pour eux, ça serait la possibilité que leurs dessins à eux vraiment qu'ils ont fait avec leurs petites mains apparaissent directement à l'écran, sans passer par les mains des clean-up men, puis des encreuses qui, même si le travail était minutieux et que c'était du décalcage, ils étaient tous assez unanimes pour dire que le fait que leurs dessins passent entre les mains d'autres personnes, ça le dénature quand même un minimum. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a Frank Thomas et Holly Johnson, qui sont deux animateurs des studios Disney, qui ont dit ceci. Les encreuses étaient douées, très douées, mais leur travail n'était toujours que du décalcage, et un décalcage n'aura jamais la force d'un original. Du coup là on se dit, le Xerox, ouais, vraiment dinguerie, ça va nous changer la vie, sauf que au département des ancrages, eux, ils étaient pas du tout ok avec ça, parce que ça voulait dire que leur travail devenait totalement inutile, parce que par comparaison, les encreuses à l'époque, elles étaient capables de produire 4 cellulos par heure, alors que la Xerox, c'est 60 cellulos par heure. Donc mathématiquement, à un moment donné, désolé les filles, mais ils sont obligés de faire fermer le département des ancrages des studios Disney. Et c'est à partir de là que notre ami Walt Disney commence à être un petit peu chafouin quand même. Il voit pas d'un très bon œil l'arrivée de cette nouvelle technologie, la Xerox, tout ça. Il est un peu réfractaire et surtout ça lui plaît pas du tout de devoir fermer tout le département des ancrages auquel il tenait vraiment. Pour lui c'était l'essence de son animation et de ce truc fait main, et la machine très peu pour lui, vous voyez. Mais quand on lui explique par A plus B qu'en fait il a pas le choix, parce que sinon les 101 Dalmatiens c'est impossible à produire techniquement, et qu'en plus ça permettrait de réduire de moitié les coûts de production du film, il a pas le choix que d'accepter vraiment. On rappelle qu'ils sont toujours en période de crise à cause d'Aurore, toujours. Malheureusement il est obligé de faire fermer le département des ancrages des studios Disney. Il y a beaucoup de femmes qui se font licencier malheureusement, il y en a quelques-unes qui arrivent à reprendre un poste et qui sont réemployées dans d'autres secteurs des studios Disney, mais globalement il y a quand même eu beaucoup de licenciements, ce qui n'a pas plu du tout à Walt. Et donc à partir de là, c'est parti, ils ont le go de Walt Disney et ils peuvent travailler à fond avec leur nouveau joujou, la Xerox. La machine leur permet de pouvoir dupliquer des animations à l'infini, et ça a beaucoup facilité leur travail, puisque dans les scènes notamment où on voit tous les chiots
réunis, eh bien ils ont dessiné quelques animations qu'ils ont dupliquées par-ci par-là. Pour tous les chiots en fait, c'était la même animation, donc c'était beaucoup plus facile pour eux. Et pareil, la Xerox a aussi permis de faciliter des animations qui étaient complexes pour l'époque, et notamment les véhicules en mouvement. Voilà, c'est quelque chose qui était pas facile à animer. Et là, avec la machine, eh bien ils ont pu procéder totalement différemment, puisque ils ont fait des maquettes en carton des véhicules, donc notamment la voiture de Cruella emblématique, et le camion de déménagement qu'on voit aussi dans quelques scènes du film. Et les maquettes, elles étaient un petit peu spéciales puisqu'elles étaient toutes blanches avec les arêtes bien définies en noir qui permettaient du coup d'être captées par la Xerox. Et grâce à ça, en fait, ils ont pu rejouer les scènes qu'on voit dans le film avec les maquettes. Ça a pu être filmé et ensuite photocopié grâce à la Xerox. Et du coup, bah, ça a fait gagner un temps fou aux animateurs. D'ailleurs, dans cette scène où la voiture de Cruella se crache dans un tas de neige, on aperçoit que c'est un petit peu approximatif et que c'est pas de l'animation traditionnelle. Mais bon, c'est que quelques millisecondes dans tout le film et ça a pu leur faire gagner un temps monstrueux, donc bravo à eux d'y avoir pensé. Et là du coup je suis sûre que vous vous dites tous waouh, la Xerox, big révolution dans le monde du dessin animé, ça révolutionne tout, c'est génialissime. Mais on va voir quand même que ça apporte quelques contraintes et que c'est pas si magique que ça malheureusement. Premièrement déjà, cette nouvelle technologie, ça force les animateurs à avoir un dessin quasi parfait, parce que pour la première fois en fait c'est leurs dessins vraiment qu'ils couchent sur le papier qui vont être représentés dans le film, donc ils ne peuvent décemment pas laisser leurs traits de construction, de brouillon, etc. qui sont forcément impératifs, hein. Quand ils dessinent ils font forcément des petits traits de construction pour les proportions, tout ça. Je suis pas dessinatrice mais bon voilà, on se doute bien, et ils n'avaient pas forcément l'habitude de faire un dessin parfait vraiment dès le début, parce qu'ils savaient qu'après ça passait entre les mains, des clean-up men, des encreuses, etc. Et donc là il fallait qu'ils travaillent très très proprement, et ça, bon, c'est une petite contrainte mais c'était pas évident pour eux. Un autre inconvénient de la Xerox, c'est qu'elle ne pouvait pas photocopier en couleur, et pour que ça fonctionne, il fallait que ce soit que du noir avec des traits bien épais pour que ce soit bien capté par la machine, et du coup ça donne un aspect un petit peu plus grossier au personnage, quelque chose qu'ils avaient réussi à mettre de côté pour faire des traits bien plus fins, plus élancés dans les précédents Disney. Bah là, il fallait du trait bien grossier, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, avec des bons gros contours noirs, etc. Donc ça c'est un petit point négatif, mais heureusement pour eux déjà, ils ont choisi de tester la machine pour leur premier film sur les 101 Dalmatiens, donc quoi de mieux que 101 chiens en noir et blanc pour tester la machine, vraiment. Je sais pas si c'est un coup de bol ou si c'était tout calculé, mais en tout cas, ils ont bien choisi leur Disney. Mais malgré toutes ces contraintes, eh bien les équipes d'animation continuent de travailler sur le projet pendant des semaines et des semaines. C'était pas forcément évident, sachant qu'il a fallu quand même animer près de 6,5 millions de tâches. Oui, quelqu'un s'est amusé à compter. C'est de la folie quand on y pense. Il y avait carrément toute une équipe dont le travail était dédié aux tâches. Ils avaient que ça à faire, vraiment. On leur a dit, vous là, hop, les tâches. Vous gérez rien d'autre. Donc à la fin, quand ils ont dit à leur famille, ouais, moi j'ai travaillé sur les 101 Dalmatiens, on a dû leur demander, waouh, t'as fait quoi, Pongo, Perdita, les chiots? Non, les tâches. Les pauvres, je les plains, mais ça a donné le résultat qu'on connaît aujourd'hui et c'est convaincant. Bravo à eux, bravo pour le travail rendu. Et sur ce projet, il y a une personne que je n'ai pas encore mentionnée mais qui est quand même très importante, c'est Ken Anderson, qui a été nommé directeur artistique sur ce film, et du coup c'était à lui que revenaient tous les choix esthétiques, artistiques sur le film. C'est lui d'ailleurs qui a convaincu Walt Disney d'utiliser la Xerox pour le film, sinon bah il n'aurait jamais vu le jour tout simplement. Pour lui, c'était terminé les décors qu'on voyait dans La Belle au Bois dormant, hyper soignés, détaillés, etc. Vu que les personnages allaient avoir des traits totalement différents à cause de la machine, avec des contours noirs bien épais, on se souvient, il s'est dit, eh ben on va tenter de faire un style totalement différent dans le décor pour que ça coïncide avec le style des personnages. Parce que avant, pour faire les décors d'une scène, il dessinait d'abord les décors bien détaillés et après, ces décors-là étaient colorisés. Donc ça rendait quelque chose de joli, mais c'était assez long à faire. Là, Ken, il a dit, on va faire tout l'inverse. Ils ont d'abord commencé par poser des aplats de couleurs sur les décors et par-dessus les couleurs, eh bien, ils ont dessiné les détails. Et c'est pour ça que dans les 101 Dalmatiens, eh bien, ça donne cet aspect un petit peu chelou de couleurs qui débordent quand on regarde par-ci, par-là. Et du coup, bah, son choix, ça rend ce truc un petit peu particulier quand on regarde bien dans le détail. Ça fait un peu bizarre, c'est artistique. Ça, par contre, on peut pas le nier, hein, il a tenté un truc, le gars. Sauf que ça, eh ben, c'était la goutte de trop pour Walt. Vraiment, pour lui, il détestait ce choix artistique de Ken Anderson. Il lui a dit en personne qu'il détestait vraiment ce qu'il avait fait sur les 101 Dalmatiens, que pour lui, les gens, quand ils regardent un dessin animé, ils ne devaient pas avoir conscience que c'était des dessins, et le fait que Ken Anderson ait choisi ce style graphique, et ben tout de suite on se rend compte que c'est du dessin. Et Walt, lui, pour lui, c'était
inconcevable. Il voulait que les gens qui regardent soient plongés dans l'histoire comme si c'était un vrai film et non pas des dessins animés. Et là, j'avoue que je comprends un petit peu ce que veut dire Walt Disney avec ça, parce que le style qu'on voit dans les 101 Dalmatiens, ça a du cachet, ça a quelque chose, mais quand on compare ce qui avait été fait notamment sur La Belle au Bois dormant, pour citer le dernier qu'ils avaient fait en date, la qualité des dessins et de l'animation dans La Belle au Bois dormant, c'est autre chose quoi. On a vraiment l'impression, quand on compare les 101 Dalmatiens qui sont sortis pourtant après, qu'il y a un big retour en arrière et que la qualité elle a baissé quoi. Moi la première, vous savez à quel point je déteste Aurore, mais je reconnais que l'animation, les dessins sont quand même magnifiques pour l'époque, c'est wow. Et donc suite à ça et au choix de Ken Anderson, Walt il lui a dit en fait frérot, je déteste ce que t'as fait. Il lui a même dit qu'il serait plus jamais nommé directeur artistique sur aucune production des films Disney, et ça, je peux vous dire qu'à l'époque c'était le coup de poignard, c'était le pire truc qu'on pouvait dire à un animateur, de ne pas être approuvé par Walt Disney lui-même. Mais bon, pauvre Ken, il a fait aussi avec les contraintes qui lui étaient imposées par l'histoire, les personnages, la machine, cette nouvelle technologie à apprivoiser, etc. Donc c'était pas évident, mais quand même, le film a été bouclé. Après plus de 3 ans de réalisation et de 300 personnes sur le coup, le film sort en salle le 20 décembre 1961. Et là, eh bien, très bonne surprise pour les studios parce que c'est un carton. Le public adore, le film est numéro 1 au box-office et les studios sont ravis parce qu'ils commencent à sortir un petit peu la tête de l'eau après l'échec de La Belle au Bois dormant. Et après ça, même si Walt lui-même a toujours revendiqué qu'il n'aimait pas le style graphique des 101 Dalmatiens, il a finalement compris que c'était lui qui s'était trompé, et Ken Anderson, qui avait été très touché par les mots qu'avait pu lui dire Walt, a compris avec le temps que Walt s'en voulait d'avoir été dur avec lui. En tout cas, la petite fille que j'étais et que je suis encore un petit peu maintenant vous remercie les studios Disney pour ce chef-d'œuvre qui a bercé mon enfance. Avant de terminer cette vidéo, j'ai quand même quelques petites anecdotes que j'ai pas pu vous galer dans l'histoire de la production des 101 Dalmatiens. Saviez-vous que plusieurs chiens de La Belle et le Clochard, qui est sorti 6 ans plus tôt, se retrouvent dans les 101 Dalmatiens? Et oui, juste ici, vous pouvez apercevoir le petit Jock, terrier écossais, qui est dans La Belle et le Clochard. Juste ici, il s'agit de Peg, la chienne de la Fourrière dans La Belle et le Clochard. Et ici encore, Bull, le bulldog de la Fourrière également, dans La Belle et le Clochard. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils n'ont pas seulement intégré les personnages pour faire un petit clin d'œil à La Belle et le Clochard, ils ont carrément repris les mêmes animations qu'on retrouve dans La Belle et le Clochard pour les mettre dans les 101 Dalmatiens. Sûrement pour un petit gain de temps et d'argent, mais le petit clin d'œil est sympathique quand même. Et attention, puisque l'anecdote n'est pas finie, puisque dans cette scène de l'aboiement du soir, on peut apercevoir Lady, juste ici, et le clochard, juste là. Saviez-vous que plusieurs animations présentes dans les 101 Dalmatiens proviennent et ou ont été réutilisées dans d'autres films Disney? Ici, dans les Aristochats, Thomas O'Malley qui a peur d'Edgar, eh bien, c'est la même animation sur le sergent Tibbs à ce moment-là du film, qui protège les petits chiots derrière lui. Cette scène-ci, avec Horace et Jasper qui lèvent leurs battes pour empêcher les petits chiots de s'enfuir, eh bien, c'est une scène qu'on retrouve dans Merlin l'Enchanteur, avec ce personnage qui lève son épée pour atterrir sur la tête de l'autre derrière lui. Juste ici, encore une scène avec Thomas O'Malley qui saute dans le camion du laitier avec un petit chaton dans la gueule. Eh bien, c'est la même scène avec Pongo qui saute dans le camion de déménagement avec un petit chiot dans la gueule. Et une petite dernière pour le plaisir, le seau de Lucifer que vous voyez juste ici, eh bien, c'est la même animation pour le seau de Sergent Tibbs, juste là. Voilà, mesdames et messieurs, je vais m'arrêter là pour cette première Storytime Disney. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et dites-moi quel autre Disney vous aimeriez que je traite de la même façon pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt!